Roger, bonjour. Bonjour. On va parler peut-être pas de bande dessinée, bien que je pense que les deux genres se rencontrent et s'interpellent. D'ailleurs, certains disent que ça fait un peu BD. Je dirais que oui et non. Il y a un univers particulier qui est celui de la BD et de votre film, voire j'ai vu que vous avez fait d'autres projets télé, cinéma, court-métrage. Donc tout ça se retrouve. Est-ce que ça veut dire, pour commencer simplement par une question simple, qu'il existe un univers Jim et que cet univers serait un petit peu celui des relations au sein de la famille et plus particulièrement des histoires d'amour? Oui, c'est plus des histoires compliquées de couple. En fait, la famille s'est invitée dans ce film-là, mais c'était pas quelque chose que je traitais beaucoup en réalité. Et est-ce qu'il y a un univers? Tout auteur, en fait, on a nos petites obsessions, nos petites marottes, on fait avec. Et il fait qu'à l'arrivée, ça fait des choses qui... on aime bien jouer avec les mêmes éléments et essayer de se renouveler. Donc sans doute qu'il y a une part comme ça. Effectivement, on peut trouver des liens dans ce que je fais. Après, j'ai fait aussi beaucoup de choses très différentes par le passé en BD, notamment. J'ai fait du fantastique. Sous le nom de TI, ouais. Mais cette veine-là, en tout cas, en cinématographique, je la vois effectivement avec un regard proche des gens, en regardant les gens vivre et se débattre dans leurs histoires d'amour ou de non-amour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes entre Claude Lelouch et Stéphane Brisé? Alors je ne connais pas beaucoup Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, vous savez, c'est un cinéma très documentaire. Lelouch, je dirais qu'il y a sans doute un dixième de ses films qui me plaisent, mais ça fait quand même beaucoup de films parce qu'il a beaucoup tourné. Moi, je me sens plus un peu un auteur à la clapiche. Je me sens plus proche des films de Claude Sautet et tout ça dans mes volontés de ce que je veux faire. Après, je ne sais pas à l'arrivée comment c'est perçu. J'ai l'impression que Brisé, c'est beaucoup plus social, non? Oui, c'est pour la forme, je parle. Pour pour ça que je disais Lelouch, qui est le grand mec des histoires d'amour, c'est son truc, et aussi de saisir la vie. C'est aussi son truc. C'est lui qui a lancé un petit peu ce qu'on pourrait appeler le cinéma documentaire. Son idée, c'était d'avoir une paire de lunettes et pas de caméra, et qu'on oublie la caméra. D'ailleurs, souvent, il utilise la vie de ses acteurs pour les réinsérer. Ouais. Et Brisé, lui, c'est un cinéma dans la forme, et c'est plus sur la forme que sur le fond et le récit, qui est proche du documentaire, où il a réussi à capter. Moi, je suis moins proche du documentaire. Non, il y a la fiction, ouais. Je suis plus un amoureux de l'image un peu léchée, soignée, tout ça. Donc, ça crée une vraie différence. Mais après, toute comparaison, je prends. C'est pas du tout des mauvaises références. Non, après, il y a votre univers particulier, qui est un univers un peu féerique, un univers assez lumineux, avec en même temps dedans, on le verra, des drames, des situations difficiles. Et là, dans cette histoire, ils ont tous, que ça soit les trois filles, la mère, que ça soit même ce garçon qu'elle rencontre par hasard, ce photographe, ça vous aimez bien aussi, ces rencontres par hasard, ils sont tous un peu blessés, cassés. Oui, j'aime bien. Je vais essayer de faire l'inverse d'un roman photo. Je veux que ça ressemble le plus possiblement à la vraie vie. Et ce que j'aime bien dans une rencontre amoureuse, c'est qu'on ne sent pas du tout deux personnes effectivement shabadabada quand ils se voient. J'aime bien avoir une héroïne qui se sent sous les bras, qui soit un peu dure, j'aime bien la rugosité en fait dans les rapports, que quelque chose ressemble à la vraie vie et soit pas. Je crois que j'aime bien le romantisme quand ça ressemble pas à du romantisme. J'aime bien que ça soit touchant, mais quand c'est pas fait pour être vraiment touchant. Enfin, voilà, j'essaie de toujours trouver. Et c'est pas très réfléchi, c'est très instinctif en réalité. Mais j'essaie de toujours trouver un angle qui échappe au cliché, en fait. Toujours essayer de mettre plus aller vers la vraie vie, mais une vraie vie maîtrisée, une vraie vie mise en scène quand même. Donc ça fait... C'est marrant parce que si on se mettait à vraiment y réfléchir, on se dirait, bon sang, il y a plein d'injonctions, c'est compliqué. Mais en fait non, c'est s'écouter. C'est là, j'essaie, parce que vous me posez la question, de réfléchir à ce qui définit un peu... Votre cinéma, ouais. Mon film, ouais. C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'on serait presque entre la mélancolie et le romantisme? Un mélange des deux? Oui, il y a toujours cette empreinte du temps qui passe et je suis, comme beaucoup, profondément atteint par cette dureté de la vie. En fait, tout nous échappe, rien ne dure et tout ça. Donc, il y a effectivement des moments où je peux me laisser aller à ces sentiments-là. Et après, je me méfie, comme je vous disais, je me méfie beaucoup du mot romantisme parce que je veux justement faire l'inverse de l'eau de rose, en fait. Et l'inverse du prévisible. J'aime bien essayer de casser, se dire, quand j'écris, tiens, ça irait là normalement, mais on va pas aller là, justement. Essayer de toujours surprendre un peu le spectateur aussi. Comme dans vos BD? Ouais, comme dans les BD. Ouais, de toute façon, les écritures sortent du même cerveau et j'ai toujours considéré l'écriture de bande dessinée comme un entraînement à faire des futurs films. Et ce qui est assez amusant, c'est que cet entraînement, je vois bien combien il me sert en fait. Et combien c'est aussi maintenant l'écriture de film qui me sert dans la bande dessinée à le structurer. Alors que la bande dessinée est naturellement un petit peu plus contemplative, en tout cas moins plus statique, rigoureuse sur le rythme, sur plein de choses. La bande dessinée, c'est beaucoup plus un auteur qui parle au lecteur. Le cinéma, ça passe par plein de filtres et il faut beaucoup plus chasser l'ennui en fait. On est tellement habitué à regarder des films, à ce que ça aille vite et tout ça, qu'on a beaucoup plus d'impératifs. En bande dessinée, le dessin engendre quelque chose de beaucoup plus contemplatif et le lecteur va un peu à son rythme. C'est assez différent en réalité comme type d'écriture. Ouais. C'est vrai que dans vos BD, il y a toujours, on prend le temps, on installe les choses, on est dans un contemplatif, pas le même que le contemplatif japonais, qui est le temps presque qui se fige, mais on est dans un temps ralenti. Et que dans le film, ça filme quand même. Ouais. Oui, parce qu'il y a une obligation de surtout pas ennuyer le spectateur. Effectivement, il y a. Et puis, je savoure aussi d'avoir la vitesse, d'avoir plein d'éléments, la musique, plein d'éléments liés au cinéma qu'on n'a pas en bande dessinée et qui permettent aussi d'aller plus vite, d'aller plus à l'essentiel, d'être plus riche. Mais c'est ce qui fait la richesse de vos histoires qui paraissent assez simples. Je vais reprendre le louche, un homme, une femme, shabada-bada, mais très vite le shabada se transforme en quelque chose de plus complexe, en une confrontation des personnages, pas violente, mais qui doivent trouver leur voie et qui l'ont un peu perdue. C'est le cadre de ces filles, même du garçon et de la mère. Oui. Alors je vous écoutais, mon esprit a divagué. Pardon. Reposez-moi la question et je vous promets d'être beaucoup plus cohérent dans ma réponse. Oui, je disais que c'est surtout la rencontre des fractures des personnages qui savent plus très bien où ils en sont et où ils vont, et qui, dans cette confrontation, les uns et les autres, vont finir par trouver leur voie. Oui, et puis moi, ce que j'aimais, par exemple, on fait des films avec des rencontres amoureuses, on en a tous vu plein. Ce que j'aimais pour casser un peu ce moule et ce côté prévisible, c'est que le personnage qui rencontre Gabin, quand il rencontre Émilie, il dit non, mais moi je suis amoureux d'une autre fille, mais comme ça vient de s'arrêter, j'ai besoin de me focaliser sur quelqu'un, et si en plus c'est une fille, et si en plus elle est mignonne, ben ça m'aide. Et donc c'est la pire façon de draguer et d'approcher quelqu'un en réalité. Et donc ça, j'aime toujours ça. Effectivement, cet aspect fracture, cet aspect blessure. Et voilà, c'est ce qui va. Vous savez, j'ai dans mon téléphone, j'ai un petit fichier notes, bonnes idées, et je note à chaque fois que j'ai des idées qui me paraissent des bonnes idées. Alors ça veut pas dire qu'elles le sont, mais en tout cas moi elles me paraissent. Et j'adore ça. Dès qu'il y a une idée qui est un petit peu tordue, un petit peu à côté, comme ça je la note. Et quand j'écris un scénario, je me relis toujours ce fichier pour voir s'il y a des choses qui entrent dans le cadre de ce scénario-là. Et là, il est bien possible que j'avais noté cette idée d'un personnage qui
court après une fille tout en lui disant clairement, mais c'est pas toi qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est l'oubli en fait, c'est d'oublier celle auquel je pense trop. Et ça n'empêche pas que peut naître une histoire d'amour de ce comportement-là. C'est balayer aussi les histoires d'amour dans leur ensemble. C'est-à-dire à la fois quand elles se construisent, Émilie, elle a plus une histoire d'amour entre parenthèses hygiénique, c'est-à-dire on se fait du bien à deux, mais il n'y a pas de... On s'aime, hein, on ne se déteste pas, parce que sinon on n'y arriverait pas, mais on ne veut pas construire quelque chose. Gabin, le gars, il arrive et se dit... D'ailleurs, on se pose la question, parce qu'on se dit, est-ce qu'il invente cette fille qui veut revoir absolument, qui est son ancien amour, pour draguer Émilie, ou alors est-ce qu'effectivement c'est cet ancien amour qui l'intéresse? C'est un peu de suspense là-dessus. Oui, c'est vrai, et on voit que cette fille existe effectivement, mais ouais, je crois que j'aime bien ça, les gens un peu perdus en fait. Ils sont plus touchants et ils font semblant de bien tenir debout, mais en réalité ils tiennent pas tout à fait debout, et c'est quelque chose qui c'est aussi quelque chose qui fait que on peut se reconnaître en eux en fait. C'est pas des figures, des personnages lisses et des figures parfaites, hein. Ah non, c'est ils sont comme nous, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant, quoi. C'est pas souvent dans les histoires d'amour, les choses se font un peu simplement. Vous évitez aussi d'ailleurs la grille de construction, ils se rendent compte, ils sont pas forcément faits l'un pour l'autre. Ensuite, ils s'aperçoivent que ça peut marcher. Ensuite, il y a un élément qui vient éclater tout ça, un mensonge, etc. Et puis à la fin, ils se retrouvent. Non, là, le schéma suit une autre ligne. Il y a ce type qui veut absolument, en fin de compte, s'incruster, d'ailleurs, sans doute pour pas être perdu. Et puis cette fille qui est vraiment obsédée par la relation qu'elle a ou pas avec sa mère. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est marrant parce que vous parlez de structure. J'avais un réalisateur qui m'avait donné la structure quand il écrivait des films. C'était une espèce d'étape en 13 points le héros a un problème, il a un ami avec qui il discute, qui l'aide à définir ce problème. Il faut toujours que à 15 minutes de la fin, tout soit perdu pour le héros, mais que finalement il s'en sorte. Enfin, une espèce de grille comme ça, un peu mathématique, qu'on retrouve en plus souvent dans les structures de films, notamment les films américains. Et je trouve que c'est super de la connaître, cette grille, pour s'en foutre, enfin, en tout cas de jouer avec, mais justement de ne pas la suivre, parce que, en fait, je crois que c'est la particularité aussi du film Bel Enfant, c'est que ça a été vraiment un film de passionnés, fait par des passionnés, et fait à l'énergie, et sans obéir à toutes les règles, en réalité. Moi, j'ai eu besoin de trouver mon chemin, même dans la façon de le faire, on a tourné sur 3 ans, personne fait un film en tournant sur 3 ans. Le scénario, je savais en fait, sans doute qu'il obéissait pas forcément à toutes les règles, mais par contre, et je le vois dans les avant-premières, quand les gens aiment le film, ils sont bien avec les personnages, et ils ont la banane, et ils sourient, et ils s'embarquent avec eux. C'est-à-dire qu'il y a la règle d'un côté, mais il y a aussi le charme des personnages, le charme des situations. Il y a plein d'autres choses en fait qui sont à prendre en compte. Et j'ai adoré en réalité faire ce film en m'affranchissant un peu de toutes les obligations des productions habituelles. Alors, si j'ai bien compris aussi et lu, me suis bien renseigné, ça n'a pas été facile. Il a fallu passer par une participation du public. Un projet Ulule ou je sais pas, un truc comme ça. Non, mais dès le début en réalité, parce que moi j'ai fait ce film en réaction à d'autres films que j'avais signés avec des producteurs et qui ne s'étaient pas faits ou qui traînaient sans arrêt, en refonte d'écriture, en recherche de l'acteur le plus connu pour le rôle principal et tout ça. Et à force d'avoir des projets qui se repoussent, qui s'abandonnent et tout ça, là j'ai écrit le scénario, j'ai rencontré Marine Bohin, l'actrice principale, et j'ai dit, mais j'écris un film, tu auras le rôle, même si les producteurs après viennent et disent non, il nous faut quelqu'un de plus bankable, je dis non, là, parce que j'avais déjà vécu cette expérience de me séparer d'acteurs et je trouvais ça horrible et je veux plus jamais revivre ça. Et là j'ai dit non, ça sera toi, j'écris et on tourne. Et
tout de suite, ça a été de demander, en fait, grâce à la vente de dessins de mes bandes dessinées, principalement Une nuit à Rome, je rentrais un peu de sous et avec ce sous-là, je payais des jours de tournage. Donc on a fait d'abord 2 jours test avec Juste Marine. Après ses sœurs Caroline Bourg et Cybèle Villemagne, ses sœurs dans le film, hein, Ouais. 2 actrices nous ont rejoints. On a pu tourner 3 jours avec elles. Et comme ça, en vendant des dessins, avec quelques gens qui me suivent en BD aussi, qui ont fait des dons, on a pu tourner pendant 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, il y a des producteurs qui nous ont rejoints. Octopolis et Mia Film. Mia Film, c'est une coproduction italienne. Et on a pu finir le tournage. Et à la fin, il manquait encore des sous. C'est-à-dire qu'à un moment, on m'a dit, mais le film risque de rester sur une étagère parce qu'on peut pas le finir. Et il a fallu refaire appel à mes lecteurs et refaire énormément d'illustrations que j'ai vendues et pour prendre en charge toute la post-production, la musique, les effets spéciaux, le son, le montage, enfin une partie du montage. Et donc c'était totalement... L'histoire de ce film est totalement folle. D'ailleurs, quelqu'un dans ma maison d'édition m'a dit il y a 4-5 jours, mais il faut faire une BD pour raconter comment a été fait le film. Bon, moi je suis concentré sur le fait... Déjà pour le film, ouais. Sortie, et j'y ai passé 5 ans et demi. Je suis pas certain d'avoir envie de passer encore 2-3 ans à raconter comment il s'est fait. Mais en réalité, c'est vrai que ça, pour tous les gens qui aiment le cinéma et pour tous les gens qui ont envie d'un cinéma un peu moins formaté ou qui tirent un peu la gueule en voyant une énième bande-annonce avec les mêmes têtes et tout ça, là j'étais heureux et je me suis senti vraiment à ma place de faire un film avec les acteurs dont j'avais envie, au rythme où on avait envie et surtout en suivant un scénario que j'aimais et en embarquant tout le monde et en réunissant des passionnés en réalité et en se débattant dans un monde qui ne veut pas spécialement de nous parce que le monde du cinéma c'est un monde c'est dur, difficile, je suis bien d'accord avec qui vous. sélectionne énormément et dans lequel beaucoup de gens veulent rentrer et ce monde-là ne veut pas qu'on y rentre. Donc il a fallu chercher des chemins de traverse et en réalité ça a été vraiment dur, il ne faut pas soustraire cette partie-là, mais ça a été vraiment éclatant et j'en sors hyper grandi et puis là on a fait entre 25 et 30 avant-premières et je vous cache pas qu'il y a un pied incroyable à aller montrer le film aux spectateurs et voir les spectateurs comment ils le reçoivent et voir l'émotion et écouter les silences dans la salle quand c'est une scène d'émotion et entendre les rires quand c'est une scène de rire. Là je découvre un vrai grand plaisir qui me sort totalement de mon univers de bande dessinée qui est un univers que j'adore, mais là il y a un contact avec les gens qui est beaucoup plus direct et on assiste aux réactions des gens qui découvrent l'histoire qu'on déroule sous leurs yeux. Et ça, c'est vraiment passionnant. En même temps, à la sortie du 24, là, je regardais, bon, mis à part Deadpool, qui n'est pas dans, votre créneau, je regardais l'autre, Mon Parfait Inconnu, qui n'est pas non plus dans votre créneau. C'est jouable, quoi. Vous avez c'est vraiment un film d'été, un film plaisir aussi, un film ensoleillé. Et comme vous dites bien, c'est un film, je vais pas dire de copains parce que des fois c'est un peu, ça peut être à double tranchant, mais un film où il y a une énergie des gens qui sont mis. Je pense aussi à, il y a beaucoup de réalisateurs BD comme ça qui passent de l'autre côté derrière la caméra. Je pense à Mayarki, je crois, je ne sais plus, j'écorche peut-être son nom, qui avait fait ce film dans les montagnes avec les émigrants, où il y a aussi cette énergie et le choix d'actrices qui ont énormément de talent, comme Marine Bohin, et qui ne sont que des seconds rôles dans l'autre cinéma, parce qu'on préfère des acteurs plus bankable, pas toujours top. Non. J'ai eu un trou, je vous ai perdu sur la fin de la question. Oui. Vous préférez, qu'il y avait en fait, oui, je devine ce que vous avez dû dire, c'est qu'il y a un vrai plaisir, mais comme dans Star Wars, on découvrait. C'est-à-dire que les personnages sont les personnages. C'est pas des acteurs qui interprètent des personnages. On découvre tout en même temps. Quand on découvrait Mark Hamill, Luke Skywalker,
ben, c'était Luke Skywalker. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, les personnages sont eux, quoi. On découvre, on n'a pas de barrière. Et puis, quel plaisir de découvrir des nouveaux visages, des nouvelles façons d'interpréter tout ça. Je trouve que, enfin, moi, en tant que spectateur, je suis sensible à ça, naturellement. Mais je pense, par exemple, après, vous avez aussi quand même des acteurs comme Marisa Berenson. Je ne sais pas si ça a été facile à la décider. Ou Albert Delpy, qui a l'habitude avec sa fille du cinéma. Ou alors Baptiste Le Capin, qui commence un petit peu à monter. Oui, carrément. Il va exploser, Baptiste. Ouais. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que Baptiste, moi, ce qui me plaisait, c'était pas d'en faire l'humoriste habituel, c'était aussi de montrer une facette beaucoup plus sensible, plus touchante du personnage. Marisa Berenson, c'est aussi ce qui m'a plu, c'est de montrer une fragilité aussi. J'adore ces moments où elle est c'est presque une enfant en fait. Oui. Elle est là à exprimer la douleur du temps qui passe, et le temps préféré, le temps présent qu'elle préfère, c'est le temps d'hier. Toutes ces choses-là. Et Albert Delpy, lui, c'est encore autre chose, c'est que je trouve qu'on l'aime dans cette truculence. Il y a quelque chose de profondément humain chez lui, qui a un mélange de fragilité et de chaleur débordante qui fonctionnait bien. Donc oui, je dirais oui. En fait, en réalité, on est obligé aussi de s'appuyer sur des noms bien identifiés, parce que ça crédibilise un projet cinématographique mais ce qui est agréable, c'est quand même d'amener les acteurs vers des zones où on les a moins vus. Et puis après, si ça permet en plus de faire découvrir des nouveaux talents, c'est vachement agréable. Ouais. Comme Marine Brun, qui a déjà un petit parcours, mais qui là montre d'abord qu'elle est capable de porter un film, et puis aussi d'avoir d'autres propositions après. Oui, carrément, oui. C'est la révélation du film. Elle a quelque chose de très charnel, d'assez sauvage. Elle n'est pas dans un truc de jeu formaté. C'est une vraie nature. Et en même temps, elle savait parfaitement son texte. Ça a été une excellente camarade de jeu. On s'est très bien entendu, et c'était au-delà de ça, c'était même un plaisir d'écrire pour elle en fait. C'est-à-dire qu'il y avait c'est marrant de croire en quelqu'un et d'écrire pour lui. En fait, elle sentait que je lui faisais confiance, et moi je pouvais lui faire confiance parce que je voyais qu'elle se défonçait pour le rôle. Et puis il y a un truc aussi, c'est que c'est un film des premières fois. Moi, c'est mon premier film, elle, c'est son premier film, et c'est pas mal parce qu'il y a un côté, on est dans le même bateau, quoi. On découvre ensemble, donc on a peur ensemble, on a plaisir ensemble. Enfin, c'est très chouette. Mais c'est vrai que c'est un premier film, et souvent les premiers films, on dit, je m'en sers souvent d'ailleurs, il a à la fois la qualité et les défauts des premiers films. Le vôtre, non. Il a, et je crois, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, naturel, c'est le mot qui lui convient bien. C'est un film naturel qui se laisse porter, et qui nous porte, heureusement, et qui nous raconte quelque chose, et où les acteurs jouent naturellement. C'est-à-dire qu'ils sont bien sûr dans le jeu, mais en même temps, ils l'oublient pour rester naturel. Oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas trop mal bossé, parce qu'il n'y a rien de plus artificiel qu'une scène de cinéma où on cherche à faire de la vraie vie, alors tout est faux, on répète, on est dans un décor, on fait semblant d'être chez soi, c'est pas chez soi, enfin, tout est artificiel. Et tout le but, effectivement, c'est de gommer cette artificialité, et c'est de jouer à faire semblant de... Donc si vous trouvez, moi ça me touche quand vous dites que le film est naturel, ça veut dire qu'on a bien bossé, qu'on s'est bien défoncé, pour que tout ça ait une vraie cohérence. En fait, c'est toujours le truc, quand ça paraît simple à l'arrivée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, justement, pour rendre ça le plus fluide possible. Mais c'est la simplicité, ça veut pas dire que c'est pas compliqué. Oui, il faut trouver, en fait, on va passer beaucoup de temps au montage pour trouver le bon équilibre du film, et couper des choses
choses qui parfois ralentissaient ou qui n'étaient pas tout à fait dans le ton et tout ça. Donc, ouais, c'est beaucoup de travail de donner l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça et que tout se fait assez simplement, en fait. Ouais. Non, mais moi, c'est pareil en dessin. Oui. C'est pareil, on essaie de montrer que ça a été dessiné comme ça facilement, mais souvent on souffre et on refait une case et on n'en peut plus. Juste pour qu'à l'arrivée, on ait juste l'impression que ça soit fait avec aisance, en fait. Mais d'ailleurs, dans vos dessins comme dans le film, il y a cette espèce d'épuration. Même dans les décors, enfin ils sont un peu plus riches dans votre film, mais dans vos décors ils sont un peu plus épurés, mais en même temps ils sont riches tout en étant simples, ils sont pas hyper chargés, vous choisissez pas des lieux fouillis un petit peu. C'est des lieux qui ont une mémoire et qui ont aussi une vie et qui font vivre du coup les personnages. Oui, il faut une espèce d'envie de pureté. Et puis il y a un côté, je suis auteur BD, donc l'aspect graphique m'intéresse. Donc le choix des décors, le choix de la villa avec cette rotonde incroyable en hauteur de mer. Enfin tout ça, c'est des choses qui sont très dessinables en vrai. Je pense que je vois les choses assez facilement en silhouette. Enfin, il y a quelque chose. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que on peut aussi travailler l'image. À la fin, à l'étalonnage, où on peut coloriser ou affadir, ou pousser des couleurs. Donc il y a quelque chose qui rejoint un peu mon travail de bande dessinée, où on rééquilibre les couleurs, les ambiances, on peut pousser les ambiances du soir, enfin plein de petites choses comme ça qui sont passionnantes et qui permettent d'avoir une espèce de main sur le résultat final et lui donner une couleur en fait. Mais ce que vous me dites me fait penser que, effectivement, les couleurs du film et de vos BD, c'est les mêmes. Je parle des dernières, Rome, etc., qui d'ailleurs a été aussi adapté, je crois, au cinéma, mais par un autre. C'est en projet, mais pour l'instant, enfin, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc je sais pas où ça en est. Mais oui, il y a un lien, effectivement, parce qu'il y a un auteur commun et que moi j'adore les lumières du soir, j'adore les conversations. Ouais, les lumières fantomatiques un peu. Ça arrivait, tout ça. Les lumières fantomatiques, vous savez, un peu à la Hamilton, vous savez, un peu pas flou, mais dans ces couchers de soleil, vous voyez. Oui, je pense pas que ce soit à la Hamilton, parce qu'effectivement, c'est les flous qui... Ouais, il y avait plus de flou, ouais. Mais quand ils mettaient ces espèces de... Il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'irisation de la lumière, en réalité, mais bon, je vois ce que vous voulez dire. C'est plutôt en réalité, ce qu'on cherche à éviter, c'est le bon soleil qui claque bien. Qui écrase tout et qui est violent. C'est quand la lumière est rasante, que les ombres sont plus longues, c'est toujours plus esthétique, effectivement. Mais c'est parce que les personnages sont comme ça. C'est un peu, je vais pas dire des fantômes, mais presque de leur vie au début. Ouais, peut-être. Alors ça, je vous laisse interpréter, effectivement. Mais je dirais pas, je sais pas. Mais c'est ça qui est marrant, c'est comment les gens... Oui, puis chacun peut avoir sa définition, qui peut être la bonne. D'ailleurs, je me souviens avec un collègue et une autre collègue, on discutait avec deux avis différents, à un peu presque s'écharper. Et notre troisième collègue dit, mais non, vous avez raison tous les deux. Le film peut être vu de ces deux points de vue. C'est ça qui est passionnant. Ouais, ce qui est sûr, c'est que effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui prend le pas avec autorité en disant c'est son point de vue et tout ça. Il n'y a pas un méchant, il n'y a pas... Non. C'est plus... moi, je veux qu'on aime, mais c'est pareil en BD, je veux qu'on aime mes personnages et je veux qu'on vive à travers eux, en fait. J'aime bien autant en BD qu'en cinéma, si on rentre dans un décor et tout ça et que ton personnage y va, j'ai tendance à mettre la caméra derrière le personnage parce qu'on découvre le décor en même temps que lui. Ouais. On est amené à vivre les choses à travers ses yeux, en fait. C'est des petites choses qui sont... ça, c'est un détail, mais en fait, un découpage, c'est la somme de plein de détails comme ça qui vont faire qu'intuitivement... sans s'en rendre compte, on va vivre les choses, les émotions du côté du personnage principal. Ça, c'est marrant, c'est clairement de la manipulation, en fait. Mais tout
raconteur d'histoire, c'est un manipulateur. On cherche à orienter le récit, à mettre en valeur telle ou telle chose, à masquer telle chose pour créer une surprise plus tard. Donc vous êtes en train de discuter avec un maître de la manipulation. Je n'en doutais pas. Pas un maître dans le sens où je sais faire, mais un habitué ou quelqu'un qui en tout cas cherche à le faire. Qui réussit quand même. Parce qu'on est un peu égaré, on ne s'attend pas trop à ce qui arrive. Bon, on se doute bien qu'à la fin, il faut toujours des happy end, mais le happy end a déjà une route où la route est plus importante parce qu'elle va construire et permettre à tous ces personnages d'arriver à comprendre que ce point d'arrivée et ce point de départ, c'est le même. Oui. Quand vous parlez d'happy end, on ne peut pas forcément parler, on n'est pas vraiment sur un gros happy end ici. Non. Pour Marie, je parle. Pour Marie, parce que... Oui, c'est plutôt positif. Ouais. En tout cas, c'est une évolution qui va dans le bon sens, ça c'est sûr. Même pour Salomé. Oui, aussi. Ouais. Encore plus d'ailleurs, parce qu'elle, c'est un personnage très fatigué. Un petit peu moins pour la mère, je dirais. Ouais, ah non, la mère, non, pas du tout. Et même pour Cheyenne, elle aussi va trouver... Elles sont toutes dans l'errance avec 3 vies différentes. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Du coup... c'est une recherche d'équilibre. Moi, j'avais envie de faire un film qui fasse du bien aux spectateurs et qui c'est en réalité un film de réconciliation. Vous savez, je me suis rendu compte à la toute fin de quoi parlait le film, en fait. Et c'est vraiment une fois qu'il était fini, je me suis rendu compte que ça parlait vraiment de la difficulté de se parler en famille, de mettre des mots sur toute la communication, en fait. Et c'est un sujet intéressant parce que, et ça je m'en suis rendu compte beaucoup aux avant-premières également, c'est incroyable le nombre de gens qui ont des difficultés dans leur rapport avec... à dire les choses. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est très très courant. Et du coup, ça met le doigt là-dessus et ça met des explications là-dessus. Comme quand le personnage de Gabin dit, Émilie lui dit, mais pourquoi ma mère te parle à toi et pas à moi? Et il lui dit, mais ça, c'est la famille, c'est du billard en fait. Tu parles à un tel, du coup ça rebondit pour reparler. Et c'est marrant ce jeu des conversations indirectes qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu du roi. Ouais, à la fin, ce que j'allais vous dire, ouais. Parce que Gabin a bien... Le personnage de Gabin, c'est aussi ce personnage qui va réussir à ouvrir la parole et à fédérer tous ces personnages autour de leurs problématiques pour s'en émanciper. C'est ça. Et c'est toujours plus facile quand on est extérieur, en réalité, quand on a une espèce de... On n'a pas le passif, le poids de tous les non-dits et des incompréhensions et tout ça. On peut plus facilement avoir un regard et dénouer les choses, en fait. Mais il ne faut pas qu'on en dise trop quand même. Non, il faut garder le secret, le mystère. Ça me fait penser aussi un petit peu à un auteur qui est réputé pour mettre les mots sur les mots, parce que c'est ça aussi le film. C'est Jacques Salomé qui dit toujours il faut dire les choses, même si c'est pas facile, et il faut aussi savoir les dire. Et la mère n'a pas su communiquer avec ses filles. Du coup, elles ont interprété les choses différemment. Oui. Je suis en train de réfléchir à Jacques Salomé. Vous savez, c'est un auteur qui travaille beaucoup sur le langage et sur la communication. Oui, c'est du développement personnel, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est marrant parce que vous savez que j'ai réussi à faire ce film dans toutes les embûches qu'il y a sur tous les films en réalité, mais qu'on avait... On avait des belles aussi, grâce à un livre de développement personnel, en fait, un truc de dépassement de soi. Je me souviens de ces idées-là d'être plus grand que les obstacles. Il faut arriver à se dire à chaque fois qu'on se prend une tuile, non, ça va pas me faire tomber, je suis plus grand que cette tuile, on va trouver une solution et tout ça. Et je me souviens de cette période de tournage et de recherche de financement où c'est des bouquins de développement personnel qui m'ont aidé en fait à essayer de me grandir et à faire face et à prendre du recul par rapport comme quoi ça marche. Comme quoi on croit qu'on se part en voulant faire un film
et on part en fait en découvrant des choses sur soi et sur les autres. C'est assez marrant. En fait, c'est bien plus. En fait, un film, c'est bien plus que proposer une histoire aux gens. Pour la personne qui le fait, c'est une étape énorme dans sa vie. Mais pour aussi tous les gens qui ont participé, ça crée des espèces de liens. Effectivement, des gens qui ont bossé sur un film ensemble, ils ont traversé une sorte de petite guerre ensemble. Je ne dirais pas que c'est une famille, mais par contre, quand on se revoit, on sait tout de suite par où on est passé ensemble, et ça crée une espèce de choses comme ça qui nous soudent. C'est assez drôle. Mais en même temps, vous parliez de Kaplich, il construit aussi une famille. Vous avez des réalisateurs qui, de film en film, construisent une famille qui s'entend et qui se retrouve avec plaisir. Je pense par exemple à Rochizem par rapport à ce que vous dites, qu'on a rencontré il y a peu pour Elias, et qui disait, moi je me préserve, c'est-à-dire que je fais le film, puis une fois que le film est fini, chacun part de son côté, et c'est dur à vivre ça aussi, parce qu'on a vécu, il disait 2 mois, 3 mois, 1 an, vous 3 ans, pour faire ce film ensemble, donc il y a des liens qui se créent, et donc il dit, voilà, pour me préserver, à la fin, c'est fini. Oui, c'est-à-dire que puis lui, il l'a vécu sur plein de tournages. Moi, je suis plus dans, effectivement, quand c'est le premier, on découvre ça, il y a une petite dépression d'après-tournage, un sentiment de vide, parce que voilà, c'est fini. Et puis même là, moi j'aime bien l'idée que le film soit à sortir bientôt. Je suis pas en réalité si pressé, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a aussi un petit peu de peur à l'idée de sortir ce film. Et puis que ça soit à venir, c'est une promesse où tout est possible. Après, quand ça sort, voilà, ça scelle un destin. Pas tant que ça en réalité, parce qu'il y a aussi, là on va faire les DVD, les Blu-ray sur le film. Il y aura des sorties, j'espère, en TV et plateforme. Le film sort en Belgique le 14 août. Donc il y a plein d'étapes en réalité. On a tendance à on est programmé pour ça, à se dire que la sortie, c'est le grand événement du film. Mais en fait, depuis 6 mois, toutes les avant-premières qu'on a faites, c'était les grands événements du film. Et je suis sûr qu'il y aura plein d'autres grands événements pour nous autour du film aussi après. Et puis après, chaque retour, chaque rencontre avec des spectateurs, c'est un moment tellement important et tellement... on l'a tellement fait pour ça en réalité. Moi j'étais enfermé chez moi, j'écrivais, je rêvais sur ce projet, je storyboardais, et tous les gens qui ont bossé à chaque étape, c'était quand même tout le temps en se disant, à un moment il y a quelqu'un qui va le découvrir et à qui on va peut-être parler à l'oreille en fait. Si le plan fonctionne bien, on va avoir une espèce de conversation entre ce moment-là, maintenant, où j'essaie de bosser sur le film, et quand il sera totalement fini, il y a une espèce de fil comme ça. Et ça, c'est joli. Mais moi, c'est ma nouvelle drogue, le retour des spectateurs qui aiment le film. J'ai trouvé ma nouvelle drogue. Je veux rien d'autre de plus. comme celle des lecteurs. Oui, ça aussi, c'est super agréable. Forcément, là, il y a l'attrait de la nouveauté et vous savez, une case de BD, c'est une grande case de BD, c'est pas très grand comparé à une image agrandie projetée dans une salle de cinéma. Donc il y a un petit côté où forcément ça exacerbe un petit peu les émotions. Tout est un peu plus XXL. Les emmerdes sont plus grandes quand on fait un film, et les plaisirs sont plus grands aussi, j'ai l'impression. Ah oui. Mais j'adore la bande dessinée, et j'adore... là, je m'y remets avec plaisir, et j'adore à combien c'est un travail solitaire, même si on est 2-3 auteurs à bosser dessus parfois, mais ça reste un truc d'artisan, et c'est un combat avec soi-même, alors qu'un film, c'est un combat avec plein d'autres choses en fait, avec les éléments, avec la météo, avec le budget, avec... ça peut être avec l'équipe, ça peut être avec la production, ça peut être contre tout, contre le temps en fait. C'est surtout ça. Il faut toujours aller vite sur un tournage et tout ça. En BD, on peut un petit peu plus se caler à son rythme, en tout cas définir et refaire. Sur un tournage, on ne peut pas refaire tant que ça, parce qu'il faut souvent partir sur le décor d'après et enchaîner. Bon, je suis toujours en fait dans le jeu des
des différences et des parallèles entre la bande dessinée et le cinéma, puisque c'est mes deux principales activités. Ouais, qui se ressemblent et qui ils ont en commun les cadres, les plans, les axes, etc., mais qui sont complètement aussi différents. Oui, c'est vraiment totalement différent dans la façon de travail. Ouais. C'est monacal, la bande dessinée. On enchaîne des journées où on vit pas vraiment d'ailleurs, où on est assis et voilà, et on bat avec soi-même. Mais par contre, ce qui est super, c'est que tout le monde est à armes égales. Tout le monde a un crayon, une feuille de papier, et ça ne dépend que du talent de celui qui dessine, ouais. De celui qui dessine. Ouais. Le cinéma dépend aussi des budgets, des acteurs, de tellement de choses qui est un peu plus compliqué. Donc c'est très très différent et ça fait appel aussi à... On est obligé d'être un peu plus extraverti aussi quand on fait un film. On est obligé d'exprimer. Vous savez, moi je dis souvent, mais en bande dessinée, quand j'ai un personnage, je veux qu'il soit triste et qu'il mette une lueur d'espoir dans son regard, j'essaie de dessiner et je joue avec l'œil, avec le sourcil, avec l'attitude, et j'essaie de faire qu'il soit triste avec une lueur d'expression dans le regard. Un acteur, il a fallu apprendre à lui exprimer, en fait. Ouais. C'est pas la même chose. Moi, j'ai que à penser et ma main essaie de faire quand je dessine. Alors que là, il faut trouver les mots, il faut expliquer, et puis parfois on peut être pris en contradiction, mais non, il doit pas faire ça, je le verrais plutôt faire ça, il faut avoir les bons arguments et prendre les bonnes décisions. C'est vraiment différent, c'est vraiment un monde complètement à part. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu pas mal de films de James Dean ? Non, très peu. Je crois même que j'ai dû en voir un ou deux quand j'étais jeune, mais non, je n'ai pas cette culture-là. En même temps, vous êtes plus jeune sans doute que moi, et ça vous a moins nourri. Mais je veux dire que Emily, c'est quelque part un peu une James Dean au féminin, dans le sens où les rapports, chez James Dean, c'est toujours les rapports avec le père qui sont difficiles, et il faut la reconnaissance du père, quoi. Et là, c'est les rapports avec la mère, avec la reconnaissance de la mère. Bon, je faisais un petit clin d'œil comme ça, un peu provocateur. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que je connais pas à l'Ouest rien de nouveau et tout ça. Ouais, j'en ai que des vagues souvenirs. Je vois une attitude un peu rebelle comme ça, mais je connais pas bien, non. Alors, il y a quand même des petites choses sympathiques dans le film. Enfin, il y en a plein, notamment ce spectacle pour chats. Vous avez trouvé ça où ? Ça existe vraiment ? Vous l'avez inventé et du coup, maintenant, Marine Bohin va s'y mettre ? J'avais vu quelques images de quelqu'un qui faisait un spectacle pour chats, mais c'était pas de déguisement pour chat, en fait. J'avais vu qu'il se trémoussait. Et c'est exactement le genre de choses que j'avais mis dans ma boîte des bonnes idées. Je m'étais dit, mais ça peut être drôle, ça... de faire ça concrètement D'ailleurs, on avait tourné une autre séquence qui apparaissait à la fin où elle disait qu'elle en avait ras-le-bol de faire les spectacles. Enfin, pendant un spectacle, elle craquait. Mais ce sera pour les bonus parce que notre fin était trop longue et il a fallu faire des choix. Ouais. C'est quelque chose qui m'amusait et qui définissait bien le personnage qui voudrait être acteur, mais a plus de facilité à le faire devant des chats que devant des vraies personnes. Alors, on a vu tout le côté clair, mais il y a aussi un côté obscur dans le film, qui est la dépression d'une part, et puis aussi en toile de fond la mort qui est quand même assez présente. Et ça, je trouve que c'est un peu nouveau par rapport à vos BD, enfin à vos récits BD, je parle. Oui, peut-être. Après... Parce qu'on écrit bien quand on écrit avec ses angoisses et tout ça. Moi, j'ai toujours une angoisse sur le suicide. J'ai toujours peur que les gens autour de moi se suicident et tout ça. Donc, vraiment, j'ai été tiré ce fil-là. Et puis, il y a des éléments aussi. Mon père tirait à la Winchester quand j'étais enfant et dans mon lit, je l'entendais tirer et ça me faisait flipper. Donc, c'est marrant d'aller mettre des petites choses. C'est un mélange parfois de choses qui nous semblent des bonnes idées qu'on met dans un projet, et puis parfois des choses personnelles. Et faire un film sans mettre de choses personnelles me semblerait curieux, en fait. On a besoin de l'habiter et de sentir que qu'il y a un caractère, enfin qu'il y a une vraie personne avec ses souffrances et tout ça. Puis vous savez,
toujours quand on parle de soi ou de ses particularités, on parle à tout le monde parce qu'on est, on est tous un peu constitués pareil. Donc c'est Nicolas Ray qui disait cette phrase que j'adore. Quand on écrit, si à un moment on arrive à une zone qui est un petit peu gênante parce qu'elle est un petit peu personnelle, elle nous touche un peu trop, autant rayer tout ce qu'on a fait avant et démarrer là, parce que c'est à partir de là que ça devient intéressant. Et j'ai toujours cette idée-là en tête aussi quand j'écris. Ouais. Mais c'est, nos problèmes sont aussi, ils sont universels quelque part, quoi. Et comme vous dites, surtout là, c'est un film d'auteur, donc il faut qu'il ait la patte de l'auteur. Oui, après moi je le vois aussi comme un film. Alors c'est marrant, je me suis jamais posé la question. C'était un film d'auteur. Moi je suis très cinéma plutôt commercial, donc je le vois comme un cinéma populaire, fait pour toucher les gens. Et c'est marrant d'ailleurs, souvent les multiplex nous disent qu'on est plutôt film d'auteur, et parfois les cinémas à réessai nous disent qu'on est un peu trop populaire. Donc c'est un mélange de tout ça. En fait, oui. C'est vraiment la preuve que le film n'est absolument pas formaté et pensé par des algorithmes, parce que voilà, j'ai essayé de faire le film que j'avais envie de voir, et puis après en se disant, si moi il me plaît, espérons qu'il plaira à d'autres gens, parce que je suis un gars normal. Donc voilà. Donc oui, il y a une part un peu film d'auteur. D'ailleurs, film commercial me plaît pas, je préfère dire film populaire. Populaire, ouais. Mais ça n'empêche pas exactement le classer en fait. Mais de même qu'on savait pas le classer, pour moi c'est une comédie. Puis en fait on m'a dit ouais non, c'est quand même plutôt un drame. Donc sur Allociné on a mis comédie virgule drame pour dire c'est les deux, mais je me reconnais pas tout à fait dans la facette drame. C'est une comédie sensible, on va dire. Ouais. Moi je pense que c'est plutôt une comédie qu'un drame, quoi. Oui, moi aussi, j'ai l'impression, ouais. Parce que dès qu'il y a du drame, on essaie tout le temps de rire aussi un peu. Ouais. Après, le but, c'est pas de faire une grosse comédie, c'était d'être plutôt sur... Non, c'est pas les ch'tis, quoi. Mais un film d'auteur, ça n'empêche pas d'être aussi un film populaire. Il y a des... Oui, c'est vrai que souvent, moins maintenant, mais autrefois, effectivement, quand on disait film d'auteur, c'était à RSA, c'était Godard, Lars von Trier, ces gens-là, quoi. Oui. Vous voyez, fallait que ça soit un peu noir, un peu triste. Puis surtout pas populaire. Moi, il y a je pense à un film d'auteur, c'est à partir du moment où on retrouve, il y a une œuvre qui se crée. Le Louche, c'est un film d'auteur, c'est populaire aussi. Après, j'en ai discuté avec lui. Il y a des erreurs, il y a des longueurs. Il essaye des trucs et c'est normal. C'est pour ça que moi, je ne descends jamais un film comme ça, parce que il y a quelque chose qui se construit. Il faut être respectueux de ça aussi, quoi. Oui. Après, oui, sans doute. C'est pas un film de producteur, en tout cas. C'est pas dans le sens où c'est pas un producteur qui a cherché un sujet bankable, puis qui a cherché un réalisateur pour le faire, et puis qui a cherché un scénariste pour l'écrire, et puis qui a cherché les acteurs les plus bankable pour le faire, pour le tourner. Enfin, voilà, c'est vraiment pas comme ça. Donc en ça, oui, c'est un film d'auteur parce que c'est une personne qui a eu envie, qui a rêvé l'idée d'un film et qui s'est battue pour le faire jusqu'au bout. Donc en ça, c'est un film d'auteur. Après, moi, quand on me dit un film d'auteur, parfois je me dis, oh là, ça va être chiant. D'ailleurs, ça arrive souvent dans les avant-premières, en embarquant des gens, parfois de la famille et tout ça, à la fin, ils disent, ah, mais finalement, c'était super en fait. Non, parce que j'y étais, mais je pensais que ça serait un peu film d'auteur, un peu chiant et tout ça. Mais pas du tout. Et c'est très rigolo en fait, parce que voilà, on peut avoir cette impression, mais le but, non, c'est de faire un vrai divertissement, un film. Moi, je voulais faire un film dans lequel on soit bien, que ça nous fasse voyager en Italie, que ça nous fasse vivre les émotions des personnages, que ça nous fasse rire et que ça puisse nous faire même pleurer, mais de la bonne façon, pas d'une façon larmoyante. Enfin, j'adore qu'on pleure sur une belle chose. Ça, je trouve que c'est super beau, en fait. Sur un moment beau, un moment de réconciliation. J'adore ce petit étranglement qu'on peut avoir quand un truc nous pique. Et on sent les larmes monter, plus que sur un truc qui est très triste, un chien qui va mourir, ou voilà, c'est un jeu comme ça d'écriture, mais c'est un équilibre fragile, et donc
toutes les impressions, tous les retours qui me donnent l'impression qu'on ne s'est pas trop gamellé et qu'on a atteint le but. Et merci pour votre gentillesse à en causer. Me donne l'impression que voilà, on a travaillé avec un petit résultat qui va dans le sens de ce qu'on espérait, et ça c'est fort appréciable. Merci beaucoup pour ça en tout cas. Moi je trouve que là, l'intérêt de mon travail, c'est justement ça, quoi. C'est de parler de films qu'on a aimés déjà, puis même quand on les aime pas, c'est essayer de comprendre avec moi. Je me souviens du colonel Chabert d'Angelo, où au début j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi ce plan, etc. Et puis en discutant avec lui, il dit c'est parce que dans le roman, quand le colonel Chabert rentre chez le notaire, son regard parcourt comme ça tous les casiers. Et c'est ce qu'il voulait faire. Et du coup, on comprend mieux les choses, quoi. Moi, mes collègues me disent je suis bon public. Je suis bon public parce que déjà, je pense qu'un film, il faut le mettre là où il doit être. Et pas, comme disait Kevin Smith, mon film, en faisant un film d'action, c'est pas la Alice Schindler, quoi. Chacun a son truc. Le vôtre, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois une histoire, c'est pour ça qu'on dit ce que je dis d'auteur, qui est profonde, qui a des choses en première, deuxième, troisième lecture, et puis en même temps qui est agréable, on peut le voir simplement comme ça. Oui, ça j'aime bien la façon dont vous en parlez. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'en ce moment je suis une phase où la distribution cherche les salles pour projeter le film le 24 juillet, et moi je donne un coup de main parce que c'est mon bébé chéri ce film, et que plus il y a de chemin pour trouver des spectateurs, plus je serai content. Donc j'appelle des salles aussi, et souvent je leur dis ça, je leur dis je vous envoie un lien, si le film vous plaît on en parle, s'il vous plaît pas ne le prenez pas, je ne suis pas du tout. J'adore ça en fait, j'adore cette idée première, c'est une vraie idée d'utopique passionné, mais j'adore cette idée que le film soit dans des salles de gens qui l'ont aimé et qui soit porté, et on a de très belles surprises comme ça, de gens du coup qui le voient, qui l'aiment, du coup qui en parlent à d'autres exploitants, qui le voient, et ça fait des petits effets boule de neige comme ça, à notre niveau, parce qu'on est un tout petit budget et on essaie de grandir le film le plus possible, et que c'est un combat d'exister au milieu de gros films avec des grosses campagnes promo qu'on n'aura pas et tout ça. Mais j'essaie de revenir en tout cas non, c'est même pas de revenir, c'est de garder ce cap du plaisir, du passionné, si le film est bien, tant mieux qu'il trouve son chemin. S'il n'est pas assez bien, ne le prenez pas dans votre salle en fait, ne le montrez pas à vos spectateurs, parce que j'aime bien cette idée de petite prime au mérite, c'est rigolo, c'est totalement rétrograde, mais ça me plaît bien. Ah non, mais moi aussi je suis comme vous. D'ailleurs, j'en parlerai aussi bien au Gaumont, mais bon, qui après est programmé par le centre à Paris, mais qui peut faire aussi des propositions qu'à un autre cinéma. Allez-y, faites toutes les propositions que vous voulez. Ah ben moi, quand j'ai un film comme ça, d'ailleurs souvent ils me demandent, quand c'est en festival ou hors, tiens, mais t'as vu quoi? Qu'est-ce qui t'a... je pense par exemple au Moine et le Fusil que j'avais découvert à Cannes, et puis en revenant à l'exploitant, un film d'auteur, quoi, qui est un peu comme le vôtre d'ailleurs, qui est classé dans le film d'auteur à RSM, et ça ne veut plus trop dire grand chose, et j'ai dit tiens, il faut que tu le prennes, du coup il l'a pris, parfois un peu en décalé, donc je vais faire pareil pour le vôtre, j'espère qu'il prendra. On va avoir beaucoup de salles en décalé aussi, qui le prendront. Non, moi je pense que c'est un film aussi sur la durée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile parce que en une semaine il faut qu'il ait fait sa place, ça c'est un petit peu... Mais justement c'est ça, elles le prennent, puis après elles le gardent un certain temps. Alors elles lui donnent moins d'horaires, mais au moins des horaires qui lui conviennent, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a ça. Mais le vôtre, je pense, c'est un film qui va durer, qui se reverra. Et qu'on redécouvre avec plaisir, quoi. C'est ça qui est bien. Quoi. Beaucoup de gens en avant-première sont venus le voir 2 fois, 3 fois. C'est incroyable. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des couches un peu plus où on peut réfléchir. Mais il y a une première couche plaisir, en fait, qui est juste dans les vannes, dans les échanges, dans la dynamique entre les personnages. Et que du coup, ça passe
ça passe pas mal auprès de gens. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'aimer, mais ceux qui l'aiment avec une belle affection, ça j'aime bien. Mais je pense que, même si on l'aime pas, entre guillemets, hein, on en ressort quand même, on se dit, tiens, j'ai passé un bon moment. Après, peut-être qu'effectivement, les thématiques nous marquent pas aujourd'hui et qu'elles nous marqueront demain, mais au moins, il y a déjà ça. Il a rempli son premier office, c'est d'être un spectacle, c'est pas être un film télé non plus, c'est d'avoir l'ambition du cinéma. Ce qui ne veut pas dire que les films télé sont moins bons. Hein, ça, oui, bien sûr. Mais non, mais on voulait un film cinémascope, on voulait travailler la photo pour qu'elle ait vraiment une belle allure et que ça ne ressemble pas à un film fauché et que tout l'ensemble soit soigné. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a 135 plans d'effets spéciaux en fait, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Où on a nettoyé, où on a fait de la fausse Italie en France pour des raisons de budget. Plein de petites choses qui nous ont permis de peaufiner en fait le film jusqu'au bout. En fait, je voulais pas, parce qu'on avait un budget réduit, on doit être à peu près à au moins 5 fois moins cher qu'un film très moyen normal. Je voulais pas que ça se sente, je voulais pas qu'on se dise oh là là, du coup il fallait vachement plus bosser parce qu'il fallait rattraper plein de choses. Mais je voulais que ça soit généreux à l'image en fait, que les spectateurs se fassent un vrai beau voyage en Italie à travers le film. Et puis là, on découvre une ville, justement, qui est Gênes. Pourquoi Gênes ? Pourquoi pas Venise ? Pourquoi pas Rome ? Ou pourquoi pas une ville en France ? Alors parce que j'avais fait une BD qui a eu un petit succès qui s'appelle Une nuit à Rome. Oui. Donc je voulais pas faire Rome. Venise, j'avais écrit un scénario où il y a toute une scène qui se passe à Venise, qui est un projet qui est entre les mains de Dominique Farrugia actuellement, donc je voulais pas refaire du Venise. Et puis Gênes, parce que ma fille a fait 1 an en Erasmus à Gênes, et que j'écrivais le scénario et on allait la voir. Et à chaque fois qu'elle nous faisait visiter des endroits, juste sans m'en rendre compte, je faisais du repérage. Je voyais des endroits qui étaient très chouettes. Et je me disais, mais bon sang, mais il faut tourner ici. Et donc ça a guidé l'écriture. Il me fallait une ville en Italie et je repérais des beaux endroits. Donc, et c'est pas la ville... c'est pareil, c'est pas la ville la plus forcément séduisante. Non, ni la plus prise. Connue, alors qu'elle a une belle plastique, il y a vraiment des très beaux endroits et très cinématographiques en vrai. Ah oui, c'est un personnage d'ailleurs à part entière, quoi. On a envie d'y aller. Ouais. Moi, je connaissais pas, je connaissais le nom, et puis là, comme j'aime l'histoire, la bisbille entre Venise et Gênes, mais là, en découvrant au début, je me suis demandé où on est, est-ce qu'on est dans le sud, et puis après, quand j'ai vu que c'était Gênes, quoi, il y a la villa aussi, qui est un endroit magique, ce lieu. Ouais, et la villa, elle est incroyable. Cette villa, la production italienne avait dépêché quelqu'un qui m'envoyait des décors possibles et je voyais rien qui me plaisait. Et à un moment, j'ai dit à ma femme, attends, c'était pendant plein Covid, mais c'était un peu plus léger le Covid en Italie. Je lui ai dit, tu veux pas qu'on aille 3 jours en Italie? Et j'ai repéré des villas sur Airbnb et c'est la première qu'on a visitée et j'ai tout de suite su qu'on allait bien s'entendre, elle et moi, parce que l'image, elle est incroyable, cette maison, avec cette rotonde. C'est vraiment... ça devient un personnage du film. Tout à fait, puis elle correspond à l'histoire. Ce côté de liberté, parce que c'est ça aussi, le personnage de Rosaline, de Marisa Berenson, c'est la liberté avant tout, quoi. Qu'elle a essayé de transmettre à ses enfants et qu'ils ont eu sans qu'ils s'en s'aperçoivent. Moi, ça me rappelle ma fille qui me disait oui, tu m'as laissé un peu trop libre parce que je suis plutôt babacool et que c'était comme ça qu'on voyait les choses. Et au début, c'est un reproche, c'était même assez dur à prendre. Et puis après, elle me dit, en grandissant et même maintenant, ah mais ça m'a servi, ça m'a aidé à devenir plus forte, quoi. Ouais. Et c'est ça le personnage de Marisa. Et les filles s'en rendent pas compte. Maison, c'est une maison d'un ancien temps, d'une beauté passée, donc ça rejoint aussi... elle vit hier, comme vous dites. Le personnage qui en souffre, qui préférait le temps d'avant et tout ça. Ouais, elle peut pas ni être dans le présent ni dans le futur. Elle n'est que dans son passé qu'elle ressasse, quoi.
Puis, peut-être deux choses pour terminer. Il y a aussi la solitude. C'est-à-dire que tous ces personnages, au moins au départ, même si ils côtoient des gens, parfois même pas mal de monde, ils sont dans une certaine solitude. Là aussi, avec la mort, la dépression et plein d'autres choses, une autre lecture qu'on peut faire. Oui, peut-être, oui. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une face... moi, je vois le film comme quelque chose comme un film lumineux et joyeux et tout ça. Mais il y a vraiment tout un pendant. Mais c'est aussi comme ça, c'est par effet de contraste. Moi, j'adore les rires pendant les enterrements. J'adore... la comédie pour de la comédie dans un univers joyeux m'intéresserait pas beaucoup. C'est toute cette face-là qui met du fond, qui donne du poids au personnage, qui permet de faire un mouvement de balancier en réalité. Et puis ça, c'est comme la vie tout